Une carte postale. Vous l'avez peut-être vue sans la regarder vraiment. Dans un présentoir d'épicerie, sur le réfrigérateur d'un ami, dans une enveloppe glissée sous un livre. Un village de pierre dorée au-dessus d'une vallée. Des toits des tuiles rondes, des ruelles en escalier, une église qui domine tout le reste. Un ciel bleu, trop bleu pour être vrai. Vous vous demandez si ça existe vraiment. Ça existe. 7 villages français qui font à leurs visiteurs l'effet d'une parenthèse dans la réalité. Pas parce qu'ils sont photogéniques, n'importe quelle ville peut être photogénique avec un bon filtre, parce qu'en y posant le pied, quelque chose change dans le rythme de votre respiration. Que vous sentez que le monde s'est mis en pause, exactement là, autour de vous. Les touristes étrangers qui les découvrent utilisent le même mot dans toutes les langues, le paradis. Et quand on arrivera au numéro 1, vous comprendrez pourquoi ce village de 1000 habitants est le seul endroit en France où André Breton, le père du surréalisme, a voulu s'installer, et pourquoi ses habitants ne peuvent plus garer leur voiture devant chez eux en juillet. Numéro 7. Conques. Il y a des endroits en France qui sont beaux de façon évidente. La Côte d'Azur, les châteaux de la Loire, les vignobles de Bourgogne. Et puis, il y a Conques. Perché dans un vallon de l'Aveyron que les routes modernes ont contourné depuis des siècles, Conques est beau d'une façon qui prend par surprise. Vous n'arrivez pas à Conques depuis une grande route. Vous y descendez depuis les hauteurs, en suivant un chemin qui se rétrécit, et soudain le village apparaît dans la vallée. Les toits de lauze grise, l'abbatiale aux 2 tours ocre, les maisons médiévales serrées comme pour se réchauffer les unes contre les autres. Conques compte environ 280 habitants permanents. 280 personnes pour maintenir en vie l'un des sites romans les plus importants d'Europe. L'abbatiale Sainte-Foy, construite au XIe et XIIe siècle, est l'une des grandes étapes du chemin de Compostelle. Son tympan du jugement dernier, taillé dans le calcaire local, est considéré par les médiévistes comme un chef-d'œuvre absolu de la sculpture romane. Et dans les fenêtres de l'abbatiale brillent des vitraux. 180 mètres carrés de verre coloré, créés par Pierre Soulages, natif de Rodez à quelques kilomètres, installé en 2019. Un artiste de 90 ans qui a travaillé sur cette lumière jusqu'à ces dernières années. Marie-Hélène, 72 ans. Elle marche le chemin de Compostelle pour la 2e fois. La première, c'était à 60 ans. Elle dit que la 2e fois, elle savait ce qui l'attendait à Conques et que ça n'a rien enlevé à l'effet. Que cette descente depuis les hauteurs, avec l'abbatiale qui s'impose progressivement dans le champ de vision, fait quelque chose dans la poitrine qu'elle ne sait pas décrire autrement qu'en disant que c'est comme voir quelque chose d'ancien qui vous attendait. Le soir, quand les cars de touristes sont repartis, Conques devient un village presque silencieux. Les habitants sortent. Les pèlerins compostels s'assoient sur les marches de l'abbatiale. La lumière de fin de journée tombe sur les pierres à angles rasants et les rend presque transparentes. Il ne se passe rien. Et c'est exactement pour ça que c'est remarquable. Il y a une chose que Conques a réussi à protéger, que beaucoup d'autres villages de ce classement ont perdu ou sont en train de perdre. Sa taille. 280 habitants, c'est assez peu pour que tout le monde se connaisse, pour que les liens sociaux restent serrés, pour que le village fonctionne comme une communauté et pas comme un décor. La mairie organise des événements. Les bénévoles de l'association d'entretien du patrimoine se réunissent. Les pèlerins qui arrivent le soir épuisés trouvent des habitants pour les orienter vers l'auberge ou l'église ouverte. Il y a encore, à Conques, cette convivialité de l'endroit qui n'a pas été transformée en attraction touristique, même si les touristes y viennent, même si les cars s'arrêtent. La différence entre un village qui accueille et un village qui performe l'accueil. Conques a la beauté des endroits qui n'ont pas cherché à être beaux. Elle est là depuis 1000 ans, et sera là dans 1000 ans. Et vos photos Instagram ne changent pas grand-chose à l'affaire. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà visité un village de France qui vous a arrêté net, dans les ruelles, en vous demandant si c'était réel? Oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Si Conques est la beauté qui prend par surprise, le prochain village est celui qui a été pensé dès le Moyen-Âge comme un cercle parfait. Et cette perfection géométrique, les habitants l'ont gardée pendant 7 siècles.
Numéro 6. Eggisheim. Eggisheim est une anomalie architecturale. La plupart des villages médiévaux se sont développés de façon organique. Une rue principale, des rues secondaires, des impasses, des extensions successives qui suivent la topographie ou les besoins du moment. Eggisheim, lui, a été construit en cercle concentrique autour de son château comtal du XIIIe siècle. Si vous montez sur une hauteur et que vous regardez le village d'en haut, il ressemble à une cible ou à une rose médiévale vue de dessus. Des ruelles qui tournent en spirale autour d'un centre, avec des maisons à colombages, dont les façades sont repeintes dans des tons rouges, jaunes, bleus et ocre, couvertes de fleurs en été d'une façon qui semble concertée, mais qui est simplement en expression d'une fierté villageoise transmise de génération en génération. Le village est en Alsace, dans le vignoble du Piémont des Vosges. Ces grands crus, les crus Eichberg et Pfärzigberg, sont classés parmi les appellations d'excellence du vignoble alsacien. La cave coopérative d'Eggisheim, fondée en 1902, produit des Riesling et Gewürztraminer que les amateurs cherchent spécifiquement. Et les petits vignerons indépendants du village reçoivent des visiteurs dans des caves qui s'ouvrent directement sur les ruelles en colimaçon. En 2013, Eggisheim a été élu village préféré des Français, l'émission présentée par Stéphane Bern sur France Télévisions. Ce titre a eu un effet mesurable sur la fréquentation du village. Les chiffres de l'Office de tourisme montrent une augmentation significative des visites dans les années suivant l'émission. Wolfgang, 68 ans, allemand de Fribourg en Brigau, de l'autre côté du Rhin. Il est venu à Eggisheim pour la première fois en 2013, l'année de l'émission, après en avoir parlé avec des amis français. Il dit que la frontière entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg est une frontière politique, pas une frontière culturelle, que l'architecture à colombages, les vignes, les marchés de Noël, tout ça lui ressemble, à lui et à sa région. Mais qu'Eggisheim a quelque chose que ces villages allemands n'ont pas tout à fait. Il dit que c'est la façon dont les fleurs débordent des fenêtres, que c'est un soin particulier du visible, une attention à l'esthétique collective, qu'il trouve plus systématique ici que dans les villages comparables de son côté. Il dit ça sans condescendance, il dit ça comme quelqu'un qui a regardé attentivement et qui a conclu honnêtement. Il vient à Eggisheim chaque automne, pendant les vendanges. Il dit que c'est sa façon de finir l'été, qu'il achète toujours une bouteille de Gewürztraminer au même vigneron depuis 12 ans, que le vigneron le reconnaît maintenant et qu'il parle quelques minutes, lui en français, l'autre en alsacien, dans une conversation qui fonctionne sans que personne ne la force. C'est ça, Eggisheim. Un village où la beauté formelle, la géométrie, les couleurs, les fleurs, est complétée par une chaleur humaine qui n'est pas performée pour les touristes. C'est la différence entre un endroit qui est beau pour les photos et un endroit qui est beau pour les gens qui y vivent. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et ne vous êtes pas abonné, maintenant c'est le bon moment. On a 5 villages encore à voir et chacun des prochains va vous montrer une facette différente de ce que beauté peut vouloir dire. Numéro 5. Rocamadour. Rocamadour n'est pas un village normal. C'est un village qui pousse verticalement dans la falaise calcaire du Causse-Grama, comme si quelqu'un avait décidé un jour que construire sur un terrain horizontal était trop ennuyeux. Les maisons, les sanctuaires, les chapelles, le château, tout est empilé sur 7 niveaux différents, reliés par des escaliers taillés dans la roche. Vu depuis la vallée de l'Alzou qui coule en dessous, Rocamadour ressemble à une image de livre d'images pour enfants. Trop parfait, trop vertical, trop beau pour être plausible. Et pourtant, la cité religieuse de Rocamadour accueille chaque année environ 600 000 visiteurs. C'est autant que certains musées nationaux. Ces visiteurs viennent pour plusieurs raisons. La chapelle Notre-Dame et la Vierge Noire, qui y est vénérée depuis le XIIe siècle, le pardon de Rocamadour, qui attire des pèlerins depuis des siècles, et simplement la vue. Ce choc visuel de découvrir un village entier accroché à une paroi calcaire comme une colonie d'oiseaux. Jean-Pierre, 61 ans, guide touristique à Rocamadour depuis 25 ans. Il a fait des milliers de visites du site. Il dit que la question qu'il reçoit le plus souvent de la part de touristes du monde entier, en anglais, en allemand, en japonais, en portugais, c'est toujours la même. Comment ils ont fait pour construire ça ? Comment des gens du XIIe siècle, sans engin de chantier, sans calcul structurel moderne,
ont pu réussir à installer des bâtiments de cette taille dans une falaise aussi escarpée? Il dit qu'il ne se lasse jamais de la question, que chaque fois, il regarde la falaise comme si c'était la première fois qu'il la voyait, pour essayer de partager avec son visiteur l'émerveillement que lui-même a ressenti 25 ans plus tôt. Que certains jours d'automne, quand la brume monte de la vallée et que la cité émerge au-dessus d'une couverture nuageuse, même lui, qui a vu ça des milliers de fois, s'arrête. Rocamadour a le problème de tous les lieux qui ont réussi. En juillet et août, la fréquentation est telle que l'expérience devient différente. Les rues médiévales trop étroites pour les foules deviennent un goulot d'étranglement. La contemplation devient difficile. La beauté reste, mais elle est disputée. Jean-Pierre dit que si vous voulez voir Rocamadour comme il doit être vu, venez en septembre ou en octobre. Venez un mardi matin. Montez les escaliers quand ils sont presque vides et regardez le paysage depuis les remparts du château quand personne ne parle. Il dit que ce matin-là, vous comprendrez pourquoi des gens ont traversé des siècles pour venir jusqu'ici. Numéro 4. Gordes. Gordes est un village de 2500 habitants en plein Luberon, en Provence. Il est posé sur un éperon rocheux calcaire blanc qui domine la plaine du Calavon. En été, les lavandes des plateaux alentours fleurissent en même temps que les touristes affluent. Ces deux phénomènes sont liés d'une façon qui n'est pas tout à fait un hasard. Gordes a compris depuis longtemps que sa beauté et son image se vendent ensemble. C'est l'un des villages les plus photographiés de France. La vue sur le village depuis la route qui descend vers la vallée, les maisons de pierre blanche empilées les unes sur les autres, le château médiéval au sommet, les champs de lavande en contrebas, est l'une de ces images qui circulent sans qu'on sache toujours d'où elles viennent. Gordes est l'image de la Provence dans l'imaginaire du monde. Isabelle, 64 ans, habite Gordes depuis 30 ans. Elle s'y est installée après une carrière à Marseille. Elle a vu le village changer. Elle dit que dans les années 90, Gordes était beau et vivait à son propre rythme. Qu'il y avait des commerces de proximité, un boucher, une épicerie, que les habitants se connaissaient tous. Que le changement a été progressif. Les secondes résidences d'abord. Des Parisiens qui achètent de vieilles propriétés en pierre, les rénovent, y viennent 2 mois l'été. Puis des célébrités, des gens dont les noms figurent dans les magazines. Puis des investisseurs qui transforment les maisons en location saisonnière à prix très élevé. Aujourd'hui, Isabelle dit que Gordes, en été, c'est l'envers de ce pourquoi elle est venue. Que les restaurants sont pleins, mais que le boucher a fermé. Que les rues sont animées, mais que ses voisins d'enfance sont partis vivre à Apt ou à Cavaillon. Que la beauté du village est réelle et toujours là, mais que les gens qui la contemplent n'y habitent plus vraiment. Elle dit ça sans colère, avec une mélancolie précise, celle de quelqu'un qui a vu quelque chose se transformer lentement et qui n'a pas su ou pas pu l'arrêter. Elle dit aussi que la lumière de fin de journée sur la pierre blanche de Gordes, cette lumière de Provence qui tombe à angle oblique et donne une couleur de miel à tout ce qu'elle touche, cette lumière-là n'a pas changé. Qu'elle est là tous les soirs, fidèle, indifférente au prix de l'immobilier et au parking. Et que c'est peut-être pour ça qu'elle reste. Ce que l'histoire de Gordes dit, au fond, c'est quelque chose qui vaut pour beaucoup des villages de ce classement. Un lieu ne peut pas être protégé de sa propre beauté. Dès qu'un endroit devient connu pour ce qu'il est, le marché immobilier réagit. Les acheteurs arrivent, souvent des gens qui aiment sincèrement le lieu, qui ne souhaitent pas le détruire, et qui contribuent néanmoins à sa transformation par leur seule présence et leur capacité financière supérieure à celle des résidents historiques. Ce n'est pas un mécanisme maléfique, c'est simplement ce que l'offre et la demande font quand elles se rencontrent dans un beau village provençal avec trop peu de maisons pour tout le monde. Les Borées de Gordes. Ces constructions en pierre sèche en forme de ruche datant du XVIIe et XVIIIe siècle, rassemblées dans un site classé à 2 km de village, sont peut-être la chose la plus étrange et la plus poétique que la région offre. Des cabanes de bergers devenues chefs-d'œuvre de l'architecture vernaculaire, visitées chaque année par des dizaines de milliers de personnes qui essaient de comprendre comment des hommes du XVIIe siècle ont assemblé de la pierre sans ciment
pour construire des voûtes capables de tenir des siècles. Numéro 3. Collioure. Collioure est un village de 3000 habitants accroché à la côte catalane, au pied des Pyrénées, là où les montagnes tombent directement dans la Méditerranée. Le château royal borde la mer. L'église Notre-Dame-des-Anges a son clocher directement sur la plage des pêcheurs. L'ancien phare a été converti en campanile au XVIIe siècle et c'est l'une des images les plus reconnaissables de la côte Vermeille. Ce qui rend Collioure différent de beaucoup d'autres villages beaux de ce classement, c'est que sa beauté a été officiellement reconnue par des artistes avant de l'être par les touristes. En 1905, Henri Matisse et André Derain ont passé l'été à Collioure et y ont inventé le fauvisme, ce mouvement pictural qui donne la priorité à la couleur vive et pure sur la représentation réaliste. La lumière de Collioure, les façades roses et ocres du village au bord de l'eau, la clarté méditerranéenne, tout ça est entré dans l'histoire de l'art à travers leurs tableaux. Aujourd'hui, le musée d'art moderne de Collioure conserve des œuvres de cette période et des peintres qui ont suivi. En juillet 2024, Collioure a été élu village préféré des Français par l'émission de Stéphane Bern sur France Télévisions. Ce titre est arrivé avec toutes les conséquences prévisibles. Une médiatisation accrue, une fréquentation touristique en hausse, des commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux. René, 70 ans, peintre amateur. Il vient à Collioure chaque été depuis 40 ans, toujours la même semaine de mai, avant que la saison ne commence vraiment. Il pose son chevalet sur le quai de l'Amirauté ou dans les ruelles du quartier du Mouret et il peint. Il n'est pas Matisse, il le sait. Mais il dit que peindre à Collioure lui apprend quelque chose qu'il ne peut pas apprendre ailleurs. Comment regarder la lumière ? Que la lumière de Collioure est particulière, qu'elle vient de plusieurs directions à la fois, réfléchie par la mer, par les façades, par les galets de la plage. Que reproduire cette lumière sur une toile est un exercice d'humilité, qu'on ne peut pas la copier, on peut seulement en suggérer quelque chose. Il dit que la semaine qu'il passe à Collioure chaque mai est sa façon de se remettre en état pour le reste de l'année. Qu'il rentre à Toulouse avec ses tableaux imparfaits et la certitude renouvelée que quelque chose de réel et de beau existe dans le monde. Il trouve que c'est suffisant. Collioure a aussi un rapport particulier avec la mer qui la distingue de la plupart des villages côtiers méditerranéens. Ce n'est pas une plage de sable fin avec des parasols rangés en ligne. Ce sont des galets, une eau dont la couleur varie entre le vert émeraude et le bleu profond selon la profondeur et l'heure. Des barques catalanes peintes en rouge et jaune tirées sur le rivage. La pêche existait ici avant le tourisme. Les anchoïades de Collioure, les anchois marinés et conservés dans le sel selon une tradition qui remonte à plusieurs siècles, se vendent dans des conserveries locales dont certaines tournent depuis le XIXe siècle. Ces anchois de Collioure ont une appellation géographique protégée, comme un vin, parce que leur qualité particulière est liée à des techniques de préparation artisanale et à la qualité de la pêche locale. Matisse, quand il habitait à Collioure en 1905, allait acheter ses anchois chez le poissonnier du port. Certaines choses sont restées. La carte postale de Collioure, le château royal, les barques catalanes multicolorées sur l'eau, l'église campanile au bord de la mer, on la trouve dans toutes les épiceries du coin. René n'en achète jamais. Il dit que ses tableaux ratés lui ressemblent davantage. Numéro 2. Vézelay. Vézelay, Yonne. 460 habitants. Un village sur une colline, au bout d'une route qui monte depuis la vallée de la Cure, dans ce Morvan qui est peut-être la région la plus oubliée de la Bourgogne. Et au sommet de cette colline, l'une des grandes basiliques de la chrétienté occidentale, la basilique Sainte-Marie-Madeleine, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. La basilique de Vézelay est l'un des exemples les plus accomplis de l'architecture romane française. Sa construction s'étend du XIe au XIIe siècle. La nef centrale, couverte de voûtes en berceau brisé, est traversée par une lumière qui entre par les baies latérales et crée une atmosphère d'une sévérité apaisante. Pas la sévérité qui oppresse, la sévérité qui concentre. En 1941, le peintre Yves Klein, futur inventeur du bleu Klein, a décrit en voyant Vézelay la première rencontre avec l'absolu.
Les historiens d'art notent que Bernard de Clairvaux a prêché la deuxième croisade depuis Vézelay en 1146. Que Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste se sont retrouvés à Vézelay avant de partir pour la troisième croisade en 1190. C'est un lieu de confluence. Sœur Anne, 65 ans, religieuse. Elle visite Vézelay pour la première fois, venue d'un monastère du Finistère. Elle dit qu'on lui en a parlé depuis 30 ans. Que chaque fois qu'elle demandait à d'autres religieux quel était l'endroit en France qui l'avait le plus frappé, Vézelay revenait. Elle dit qu'arriver en haut de la colline et voir la façade de la basilique avec la lumière du soir dessus, elle avait du mal à expliquer ce qu'elle a ressenti. Elle dit simplement que ça correspondait à quelque chose qu'elle attendait sans savoir exactement quoi. Vézelay a aussi 460 habitants qui vivent là à l'année, dans un village médiéval sur une colline, et dont le quotidien consiste à coexister avec un flux régulier de pèlerins, de touristes, de groupes scolaires. Ces habitants ont leur commerce, quelques boutiques, une épicerie, des auberges. Et ils ont leur village, qui, le soir, quand les visiteurs de la journée sont repartis, retrouve son silence de collines bourguignonnes, avec les corbeaux qui tournent autour du clocher et la lumière qui descend sur les vignes dans la vallée. Vézelay est la preuve que la beauté peut coexister avec la vraie vie. Que 460 personnes peuvent continuer à vivre dans l'un des sites les plus fréquentés de Bourgogne sans que l'un annule l'autre. Et que la basilique, fidèle depuis 10 siècles, n'a pas besoin des opinions des visiteurs pour exister. Ce qu'on ne dit pas assez sur Vézelay, c'est la lumière. Pas la lumière de la Provence ou de la Méditerranée, une lumière de Bourgogne, plus douce, plus changeante, qui joue différemment selon l'heure et la saison sur la pierre blonde de la basilique. Au printemps, quand le soleil est encore bas sur l'horizon, les vitraux de l'abside produisent des ronds de lumière colorés sur les piliers de la nef. En été, l'intérieur est frais quand le dehors cuit. En automne, les hêtres du bois qui bordent la colline prennent des couleurs qui s'accordent avec les pierres. Les gens qui vivent à Vézelay et qui passent l'année là ont une relation au temps qui n'est plus celle des visiteurs. C'est une relation saisonnière, quotidienne, avec un monument qui change avec la météo, comme changerait un jardin. Richard de Saint-Victor, philosophe du XIIe siècle, qui a longuement séjourné à Vézelay, a écrit quelque chose qui mérite d'être lu, lentement. L'ordre de la beauté dans les choses visibles est une voie vers la beauté invisible. Il n'y a pas de meilleure description de l'effet que fait la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay sur ceux qui prennent le temps de la regarder vraiment. Et maintenant, la ville numéro 1, celle dont j'ai parlé au début, celle où André Breton s'est installé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, celle où les habitants de Juillet ne peuvent plus garer leur voiture devant chez eux, celle qui est couverte de cartes postales et qui, malgré ça, réussit encore à vous couper le souffle. Numéro 1. Saint-Cirq-la-Popie, 100 mètres. C'est la hauteur à laquelle Saint-Cirq-la-Popie est perché au-dessus de la rivière Lot. 100 mètres de falaise calcaire, et au sommet, les maisons en pierre dorée du village, les ruelles en pente, les jardins suspendus, les terrasses qui donnent sur la vallée. La rivière coule en bas, verte et lente, entre ses falaises et ses peupliers. Le village est là depuis le Moyen Âge, accroché à son belvédère naturel, comme quelque chose qui refuse de tomber. 13 monuments historiques classés pour un village de quelques centaines d'habitants. La maison Rignaud, l'église Saint-Cirq du XVe siècle, le château des Cardaillacs, les maisons Renaissance avec leurs fenêtres à meneaux, et l'ancienne auberge des Mariniers, rachetée en 1905 par le peintre post-impressionniste Henri Martin, qui a ensuite transmis à André Breton sa passion pour le village. André Breton, le père du surréalisme, l'auteur du manifeste du surréalisme, l'homme qui a défini un courant artistique majeur du XXe siècle. Quand il a visité Saint-Cirq-la-Popie pour la première fois en 1950, il a dit qu'il voulait ne plus désirer être ailleurs. Il a acheté la maison Rignaud et y est revenu chaque été jusqu'à sa mort. Un lieu a capturé Breton, l'homme qui passait sa vie à chercher l'irrationnel, le mystérieux, le dépassement du réel, avec sa beauté visible et ordinaire. Une rivière, des pierres,
une lumière de fin de journée. Saint-Cirq-la-Popie a été élu village préféré des Français en 2012, la première édition de l'émission présentée par Stéphane Bern. Ce titre a changé quelque chose. La fréquentation a augmenté d'une façon que les commerces locaux ont accueilli avec soulagement au début et avec une complexité croissante ensuite. En juillet et en août, les parkings débordent, les ruelles sont encombrées. Les habitants permanents, une centaine de personnes qui vivent là à l'année, ne peuvent plus garer leur voiture devant leur propre maison en haute saison. Jacques, 58 ans. Il habite Saint-Cirq-la-Popie depuis 22 ans. Il y a une menuiserie, il travaille le bois, il restaure des meubles anciens, il fait des encadrements. Il dit que le village est sa vie, pas sa carte postale. Il dit qu'il connaît chaque pierre, chaque voisin, chaque changement de saison. La façon dont la vallée se remplit de brume en octobre, la façon dont les cerisiers fleurissent en mars avant que les touristes arrivent. Il dit que l'été, il sent sa ville lui échapper. Pas disparaître, lui échapper. Que les gens qui la regardent de l'extérieur ne voient pas la même chose que lui, qui la vit de l'intérieur. Il dit aussi quelque chose d'important. Il dit que sans les visiteurs, le village serait mort économiquement depuis longtemps. Que les restaurants, les boutiques, les chambres d'hôtes, tout ça tient grâce à une fréquentation touristique qui permet à des petits commerces de subsister dans un village de 100 habitants permanents. Que c'est un équilibre difficile. Que le village préféré des Français a besoin de ses préférateurs pour survivre et que ces préférateurs, en masse, changent ce qu'ils préfèrent. Le Centre international du surréalisme et de la citoyenneté mondiale, installé dans la maison Rignaud que Breton et le peintre Pierre Rignaud ont occupé, propose chaque été des expositions d'art contemporain dans les jardins en terrasse avec vue sur la vallée. C'est le genre de lieu que Breton aurait approuvé, un endroit où l'art s'installe dans la beauté naturelle sans vouloir lui voler la vedette. Et c'est peut-être ça qui explique que Saint-Cirq-la-Popie ait capturé le père du surréalisme mieux que n'importe quel autre endroit. Le surréalisme cherchait à révéler la beauté extraordinaire du monde ordinaire. Saint-Cirq-la-Popie est un endroit où le monde ordinaire est déjà extraordinaire. Breton n'avait plus à chercher. Il suffisait de regarder par la fenêtre. C'est le paradoxe de Saint-Cirq-la-Popie, et c'est le paradoxe de chacun des villages de cette liste. La beauté, dès qu'elle est vue, est mise en danger par ceux qui la voient. Pas malicieusement, simplement parce qu'une chose belle attire des gens, et que des gens en grand nombre transforment toujours ce qu'ils touchent. Breton avait raison de vouloir ne plus désirer être ailleurs. Il avait simplement eu la chance d'arriver avant que tout le monde ne veuille être là en même temps. 7 villages, 7 façons d'être beau en France. Conques et sa beauté qui prend par surprise dans un vallon de l'Aveyron. Éguisheim et ses cercles médiévaux couverts de fleurs. Rocamadour et ses niveaux qui défient la gravité et le bon sens. Gordes et sa lumière de miel sur la pierre blanche que la gentrification n'a pas encore éteinte. Collioure et cette clarté méditerranéenne qui a rendu fous les peintres. Vézelay et sa basilique qui se dresse depuis 10 siècles sur sa colline bourguignonne. Et Saint-Cirq-la-Popie, où André Breton a voulu rester et où les habitants d'aujourd'hui vivent avec les conséquences de cette beauté. Cette carte postale dans la présentoir de l'épicerie, elle existe encore dans ces 7 villages. Et la question que cette vidéo ne peut pas résoudre pour vous, mais que vous pouvez vous poser, si vous allez dans l'un de ces endroits, qu'est-ce que vous voulez en faire? La contempler ou la vivre? La photographier ou la laisser vous habiter quelques heures? Ce ne sont pas les mêmes voyages. Écrivez dans les commentaires le nom du village de France qui vous a fait cet effet, ce village où vous avez senti que le monde ralentissait, même pour une heure. Et s'il n'en est encore aucun, dites-le aussi. Peut-être que cette vidéo vous donnera envie de chercher le vôtre. Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez regarder la France autrement que depuis les guides touristiques ordinaires. Et si cette vidéo vous a rappelé quelque chose de beau, un like aide l'algorithme à la montrer à ceux qui cherchent exactement ça.